Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans Passion sans modération, le podcast qui explore la culture du goût sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de celles qui façonnent notre identité culinaire entre héritage et créativité. Parce que la gastronomie est bien plus qu'un art de la table, c'est une histoire de transmission, d'émotion et surtout de partage. Des saveurs du quotidien aux recettes d'exception, chaque plat raconte un territoire, une mémoire, un savoir-faire. Plongeons ensemble au cœur du lieu, là où le goût devient un langage universel. Mes invitées du jour sont exclusivement féminines. Je reçois aujourd'hui Samia Bouchareb, fondatrice de Bajamima, une cuisine marocaine moderne qui célèbre l'héritage de sa grand-mère tout en lui donnant un souffle d'aujourd'hui. Bonjour Samia. Hello. Astrid Fronto, scénographe et photographe culinaire au service des acteurs de la gastronomie. Elle aime jouer et elle le fait divinement bien avec les recettes, les textures, les décors et la lumière pour révéler l'histoire gourmande de ses clients. Bonjour Astrid. Bonjour. Annabelle Bellec-Saïdi, créatrice d'un concept de salon de thé anglais immersif à Chatou, dans les Yvelines, où vous êtes plongée dans un univers so British. Annabelle vous conseille sur les accords de thé et de pâtisserie et vous apprend à bien préparer votre thé lors d'ateliers thématiques autour de cette boisson. Et je crois qu'on va avoir une dégustation. Bonjour Annabelle. Salut Virginie. Isabelle Bouiche, fondatrice de la Canopée de Mareil, un lieu à 30 minutes à l'ouest de Paris, pour se reconnecter à l'essentiel, pour se connecter à soi, à la nature. Elle y organise des séjours de jeûne et des randonnées en forêt de Marly. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes. Alors Isabelle, je te garde. Tu étudies en ce moment la philosophie de l'écologie. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience ? C'est une façon pour moi de nourrir mon projet. On étudie comment se reconnecter au monde vécu. On réapprend à se reconnecter à l'essentiel. Et c'est vraiment aussi un peu l'objectif de ce projet de la Canopée de Mareil qui invite ses passagers à ressentir les bienfaits de vivre au contact de la nature. Donc voilà, c'est une façon pour moi d'apporter un peu des concepts à ce projet qui est très concret pour lui. Qu'est-ce que c'est du coup ? Quels sont les différents modules ? Qu'est-ce que tu apprends dans cette découverte de l'écologie, la philosophie de l'écologie ? Donne-nous des exemples. On apprend les racines un peu des mouvements écologiques. Donc c'est les études notamment d'André Gorz, qui est un des pionniers de l'écologie politique, qui va pas observer uniquement les écosystèmes, mais qui essaye de comprendre comment, en se transformant nous-mêmes, on va transformer la société. Et donc, il y a des applications très pratiques dans la Canopée, comme à travers la nourriture et le pont qu'elle permet entre soi et la nature. Tout un tas d'applications très concrètes, avec des projets très concrets qui sont en résonance avec ces théoriciens qu'on nous apprend à la faculté. Ah oui, donc c'est une vraie cohérence en fait. Complètement, c'est un alignement, ouais. J'adore parce que tu as dit les passagers. C'est donc un voyage que tu leur proposes ? Chaque personne qui vient dans la Canopée, et tu le sais Virginie pour y venir régulièrement, on va venir pour séjourner en famille, pour venir travailler autrement, pour jeûner, pour assister à des formations. Mais à chaque fois, la nature s'invite dans la maison et on comprend à quel point la nature peut être un élément bienfaisant dans ces différentes pratiques. Concrètement, comment ça se passe ? Décris-nous. En fait, là, on est sur du visuel. Embarque-nous. Moi, je connais très bien, mais donne-nous le paysage. Qu'est-ce qu'on voit déjà de la Canopée ? La Canopée, c'est un lieu baigné de lumière. Plein sud, on a des belles baies vitrées dans lesquelles on partage les repas, notamment. On les prépare et on les partage. On fait du yoga. Donc, c'est une pièce très lumineuse. C'est un endroit très calme. On entend le chant des oiseaux. On a la présence d'Indra. Indra, tu la connais Virginie, c'est la chienne, le labrador, Vienne chienne labrador qui vient et qui apaise. De temps en temps, la présence de Mouna, qui est la petite chatte noire qui passe, mais plus furtivement.
Et donc, il y a tout cet écosystème qui fait que les arbres de la forêt de Marly, qui la protègent aussi, ces présences qui nous précèdent et qui vont nous survivre. Et tout cet écosystème permet de vivre en harmonie avec la nature qu'on vient de travailler ou cuisiner, séjourner. Et on a une belle vue sur la Tour Eiffel. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on est aussi en hauteur. Je trouve intéressant d'avoir cette vue sur l'horizon quand on a besoin d'inspiration. On a à la fois on est à l'entrée de la forêt de Marly-le-Roi, mais on est sur la hauteur des côtés de Maraille-Marly, qui est un village qui touche Saint-Germain-en-Laye et l'étang-la-Ville. Et on est tout en haut, ce qui fait que, ça se mérite d'arriver à la canopée, mais elle est accessible avec le tram là, en transport en commun. Mais je dirais, on a aussi ce résultat, c'est qu'on a une vue imprenable sur tout Paris, et c'est la Tour Eiffel qui, le soir, illumine la maison. Ça va, il y a pire. Carrément. Classe. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, la nature, la culture, là, j'ai envie de me tourner vers Samia. Donc, Bajamima est née d'un héritage culinaire, donc culturel, celui de ta grand-mère. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de transformer cette mémoire en un véritable projet entrepreneurial qui te tient à cœur? Vaste sujet. Ça n'a pas été un déclic, ça a été vraiment un chemin. J'ai envie de commencer par le sujet professionnel. En fait, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé presque 10 ans en carrière de bureau. Voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, comme pour tout le monde. Et en fait, j'ai eu juste une grosse crise de sens. J'avais besoin vraiment d'être passionnée par ce que je faisais, ce qui n'était plus le cas. Et donc, je me voyais plus dans ce chemin-là. J'ai dû déconstruire un peu l'éducation qu'on m'avait donnée, qui était un peu tournée vers le côté académique, l'excellence académique, qui m'a aussi formée et aidée dans la vie. Mais voilà, j'avais envie de faire ma propre voie. Et aussi, il y a eu un catalyseur sur ma vie perso. Donc, j'ai perdu mon père assez subitement durant le Covid, quand j'avais 28 ans. Donc, c'est une épreuve à laquelle on ne s'attend pas et qui m'a un peu recentrée sur mes besoins dans la vie, qui m'a un peu accéléré ce besoin de transmission, d'être reconnectée à ma culture, à la culture culinaire aussi, parce que j'avais ce lien-là. Mon père était un bon vivant, un épicurien vraiment qui était passionné par le terroir marocain. Et moi, je trouvais que ma grand-mère, c'était la meilleure cuisinière du monde. C'est la mère de ton père? Non, c'est la mère de ma grand-mère. Okay. Mais honnêtement, les deux grand-mères étaient d'excellentes cuisinières et j'avais envie de transmettre ça avec le plus de monde possible. Et donc, à quel moment on se dit, allez, j'en fais un vrai projet qui est censé me rapporter aussi de l'argent? Je pense que j'ai pris ma décision et par contre j'ai mis du temps à quitter mon entreprise, le temps d'avoir confiance en moi, de bien penser à la vision du projet, de comprendre aussi un secteur qui n'était pas le mien. Donc ça a été sur quelques mois et ensuite j'ai fait en sorte de quitter mon ancienne entreprise et aujourd'hui ça fait un peu plus d'1 an que je suis à temps plein sur l'élaboration de mon projet. Et ça en est où? Alors, j'ai des pistes de local. Je suis vraiment en phase intensive de recherche de local. J'aimerais bien ouvrir en 2026. On va dire printemps, plus ou moins, selon les travaux et ma recherche de local. Et donc là, vraiment, je suis dans les phases finales. Et ça commence à se préciser. Et je révélerai aussi bientôt mon univers de marque. Et donc, j'ai hâte de le faire dans les prochaines semaines aussi. Donc, on oscille entre excitation et appréhension? Oh, pas du tout d'appréhension. Que franchement, de l'excitation. Et c'est là que je sais que je suis à ma place. J'ai que de l'excitation, évidemment. Il y a des moments où j'ai des petites peurs parce que tout est nouveau. Mais petite. Minuscule. Petite, grande. Ouais, tu connais l'entrepreneuriat aussi. Je connais. Il y a des moments de stress, mais franchement, on l'oublie parce que je suis à ma place, quoi. Super, merci beaucoup Samia. De rien. Astrid, alors toi tu es photographe culinaire. C'est ça. Je vous invite à aller regarder son site, donc Astrid Fronto, EAU. Tes photos dégagent une émotion et une douceur qui dépassent la simple esthétique. Comment parviens-tu à traduire justement cette sensibilité, ta sensibilité, mais aussi la sensibilité d'un geste, d'un homme, d'une texture, d'une recette? Alors moi, je travaille très intuitivement. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je traduis par ma photo. Donc c'est pour ça que je fais de la photo. Tout est dans l'image. Voilà, tout est dans l'image. Mais bon, je vais essayer d'expliquer un peu près. Mais voilà, moi c'est pareil. Je suis un peu comme Samia. Il y a quelque chose de très familial, très culturel. Les tablés, comme toi, la convivialité, rassembler les gens, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien. Et je pense que petite, j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Je les ai connectés à ce que je voyais. Et je suis comme quelqu'un qui perçoit beaucoup de détails très dans l'observation. Et j'ai toujours adoré, je me souviens petite, j'ai toujours adoré préparer, dresser les plats que ma mère faisait. Ma mère cuisine toujours très bien. Mais c'était une vraie excitation pour moi de préparer le plateau apéro et que tout soit hyper bien disposé, qu'il y ait les petits dessins dans le beurrier. Ça, c'était quel âge? Ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenir. C'était
Incroyable. Aussi vieux que j'ai toujours adoré mettre en scène tout ça. Et c'était une vraie excitation pour moi de me dire tout va être joli. C'est mon moment. Non, et puis tout va être joli sur la table, en fait, de faire donner envie. Il y a un petit côté pour donner envie, pour faire plaisir. Et j'adorais quand on disait c'est trop mignon. Tout. Enfin, ouais. Donc c'est vrai que ça m'a. Je suis passée par d'autres métiers avant de faire celui-là, mais ça m'a jamais quittée. Et finalement, je suis arrivée dans ce métier de la photo culinaire par la recette. Et par le fait de bien la présenter. J'ai commencé par créer des recettes pour une start-up qui s'appelle Foodette. J'en ai créé beaucoup et je me suis rendu compte que mon travail plaisait. Je me suis mise à travailler proprement sur des photos pour pouvoir présenter un book propre. Et finalement, de fil en aiguille, on m'a commandé l'ensemble. De fil en aiguille, je me suis pris au jeu de la photo et finalement, maintenant, je travaille aussi bien la photo que ce que je photographie. Mais ce que je photographie est vraiment... Le tableau, c'est ma masterpiece, en fait. C'est vraiment... mon idée, elle vient pas sur une idée de photo, elle vient sur une idée de mise en scène. Donc, c'est un peu ça qui fait ma démarche un peu spéciale, qui est entre le stylisme, la scéno, c'est aussi de la scéno, parce que ça peut être vraiment aussi l'association avec d'autres objets, pas que de l'alimentaire. Et effectivement, après, il y a la dimension photographique qui finit la mise en scène. Mais c'est vrai que voilà, moi, c'est vraiment la recette qui va être mise en scène, et qui va être sublimé en photographie. Et c'est sublime. Ouais. Rien à dire, beaucoup de couleurs. Enfin, c'est très, très joli. Merci beaucoup, Astrid. Annabelle. Hello. Hello. Good morning. D'où vient Oui, non, c'est nul. Non, voilà. C'est pas grave. Bon, d'où vient donc tu valides que je n'ai pas un bel accent. Je te remercie. Non, mais moi non plus. Alors, d'où te vient cet amour pour la culture anglaise et l'art du thé, surtout ? Eh oui, alors... Ça a commencé en 1986. J'ai fait mon premier voyage à Londres avec ma maman Flora. Et là, ça a été une grande découverte. Je me suis sentie tellement bien. Et je me suis dit, ça a été mon premier coup de cœur, ça a été Londres. Alors, mon père, il est breton. Alors déjà, tout ce qui est celtique, c'est vrai que c'est un petit peu ça coule dans mon sang. Donc, 1986, le coup de cœur pour Londres. Et 10 ans plus tard, je commence à fréquenter les salons de thé. J'adore les salons de thé, j'adore l'ambiance. Mais les salons de thé en France ? En France, complètement. J'adore l'ambiance, mais je trouve que la carte des thés, elle est courte et on retrouve tout le temps les mêmes thés. Et du coup, je me dis, oh là là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir mon propre établissement dans lequel je pourrais proposer 2 cartes dans l'année, printemps, été, automne, hiver. Et puis ma passion pour Londres. Donc voilà, en 2016, j'ouvre le salon de thé Flora. Ah oui, donc ça va faire 10 ans. Oui, mais alors j'ai fait une petite coupure. J'ai arrêté brutalement le 31 décembre 2022 parce que je tombais malade. Et du coup, j'ai réouvert là en janvier 2025. Donc une petite coupure, oui, mais ça m'a permis, on va dire que le premier salon, c'est le Flora, qui maintenant est devenu Flora Tea Club. Ça a été... en fait, moi, je connaissais rien du tout à la restauration. C'est pas du tout mon milieu. Hein. Donc, je me suis lancée en me disant, est-ce que ça va marcher ? Et puis, écoute, voilà, ça marche. Hein. Donc, voilà, mon concept, c'est de plonger les clients dans un univers... déjà waouh, quoi, parce que la décoration, ma façon de m'habiller, c'est comme un théâtre, en fait. Et je joue, oui, un rôle, on va dire, déjà d'accueil, de conseil, et autour, de mes 2 passions, Londres et le thé. Voilà. Et justement, à quoi ressemble l'expérience que vivent les clients quand ils franchissent le pas de ta porte ? Alors, déjà, pour venir au salon de thé, il faut vouloir venir parce qu'on ne me voit pas de la route. Je suis invisible, sauf évidemment présente sur les réseaux sociaux, très bien cotée sur Google Business. Donc, c'est vrai que les gens, ils me trouvent sur Google. Ou alors, j'ai pas mal d'animations, donc bref. Et c'est une volonté de vouloir venir déjà, et ensuite, écoute, leur expérience, c'est une carte avec une 50aine de thés et infusions déjà. Quand même. Oui, complètement. Ce qui fait la différence, c'est que je conseille en fonction de la pâtisserie qu'ils ont choisie, je les conseille sur ce qui va l'accord, ce qui va le mieux avec. Et d'ailleurs, que ce soit dans les vins ou dans le thé, tu sais très bien qu'on a
on s'appelle sommelier en vin et sommelier en thé. Et c'est souvent un comparatif que je fais parce que c'est vrai que je fais aussi des ateliers pour expliquer aux gens comment bien consommer le thé. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes me disent « Oh là là, moi, le thé vert, j'aime pas, c'est amer. » Je leur dis « Écoutez, si c'est amer, c'est que c'est mal préparé. » Donc, constatant cela, je me suis dit « C'est vraiment dommage que cette plante, elle ne soit pas mise en valeur. » Et du coup, voilà, t'es pas obligé de venir faire un atelier autour du thé, mais au moins, je t'explique et je te conseille sur les accords parfaits entre la pâtisserie et le thé ou l'infusion. Voilà. Merci. Et en termes de pâtisserie, qu'est-ce que tu as ? Alors, fais-nous rêver. Allez, donne-nous en trois. Oui, le scone. Évidemment, j'ai un salon de thé franco-anglais, donc le scone, c'était, moi, c'est ma pâtisserie préférée. C'est aussi simple, mais tellement bon. Alors, moi, je prépare les scones avec de la vanille, soit de Madagascar, soit de Tahiti. Et donc, la deuxième pâtisserie, je vous dirais le carrot cake, qui est un classique aussi. En cette saison, avec un petit glaçage. Bien sûr. Cream cheese, s'il te plaît. Exactement. Oui, j'aurais pu la porter, mais bon. Et le troisième, écoute, je te dirais la pecan pie, parce que du coup, on est dans la saison d'automne, c'est réconfortant, ces petites notes de cannelle, voilà. Ce sucre avec le caramel, quand même. Alors, je ne pâtisse plus maintenant. J'ai les recettes que je faisais avant qui sont dans un cahier. Je te raconte pas l'état du cahier, mais bon. Du coup, avec ma petite santé, j'ai une pâtissière maintenant avec qui je travaille depuis janvier, qui s'appelle Camille, son nom c'est Madame H. Et voilà, on s'est rencontrés, ça va faire 1 an qu'on travaille ensemble. Et c'est une béquille. Ouais, c'est quand on a des soucis de santé, c'est vrai qu'on a besoin de béquilles. Voilà. De se reposer sur elle. C'est ça. Ouais. Et puis du coup, elle s'intègre bien dans ton univers, elle a compris ta philosophie. Complètement, elle a sa propre identité. Elle fait des gâteaux pour les anniversaires avec des modelages, etc. Mais donc, elle a accepté de faire les recettes que j'avais avant. Donc, on retrouve le cake au citron, les classiques. Hein. Alors, c'est vrai que les pâtisseries de salon de thé, c'est pas forcément les pâtisseries qu'on trouve dans les boulangeries. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage quand on passe un CAP de pâtisserie qu'on n'ait pas une option salon de thé. Parce que du coup, toutes ces recettes, moi, je les ai trouvées en chinant à droite à gauche, en essayant, en testant, en améliorant. Enfin, voilà. Mais fais bouger les lignes. Oui, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Annabelle. Je t'en prie. Isabelle, alors toi, tu accueilles donc des ateliers culinaires. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Comment tu arrives à transformer la cuisine, justement, en un acte de reconnexion à soi-même et à l'autre, surtout, parce qu'il y a une dimension collective qui est très importante. Tout à fait. Donc, il y a des ateliers culinaires avec cette particularité de bien respecter effectivement le cycle des saisons. Comme tu disais, Annabelle, il y a en ce moment, c'est le carrot cake. On est en automne, on cherche des aliments qui nous réconfortent parce qu'on est dans une période d'intériorité avant cette période de l'hiver où on va être invité au dépouillement. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Continue, j'adore. Très philosophique. Voilà, donc les ateliers culinaires, c'est vraiment un outil très puissant pour le collectif. C'est une métaphore comme un outil du collectif, parce que quand on cuisine, on partage du temps. On partage des histoires, on partage des rituels et tout est au service de ce collectif. Virginie, tu ne me contrediras pas, chaque ingrédient est important, comme chaque membre de l'équipe. Il y a à la fois aussi chaque geste. Le geste, quand on cuisine, on coupe, on mélange, on assaisonne. Et donc, il y a cet acte de coopération qui est très fort et dont on a besoin en équipe. Et puis, il y a ce partage immédiat et tangible. On va goûter ensemble, on va servir ensemble, on va admirer le plat, on va prendre le temps, en conscience, de faire toutes ces tâches. Et tout ça est très fort au sein d'une équipe. Et c'est en ce sens que je crois beaucoup au team building culinaire et comme un outil du collectif qui permet de
de respecter effectivement les notions de coopération, de célébration, parce qu'après on mange ensemble, on célèbre notre réussite avec, si vous faites des team building avec Virginie, il y a cette notion de brigade où chacun a sa place. On fait des tableaux magnifiques, les plats sont magnifiques. Il nous faudrait Astrid pour les photographier parce que ils font des choses très belles alors qu'ils ne sont pas du tout du métier. Et on s'aperçoit qu'ensemble, on fait de très très belles choses et que surtout chaque action compte au résultat final. Donc vous voyez, c'est vraiment très important et donc je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'ateliers culinaires dans la Canopée, notamment avec Virginie, parce que ça, c'est vraiment dans l'ADN de la maison. On se reconnecte aussi aux 5 sens, à l'odorat, notamment, qui est un des sens peut-être qu'on privilégie le moins dans nos vies agitées. En fait, donc, c'est prendre le temps. Prendre le temps de vivre et de se ressentir effectivement à ce monde vécu dont on essaye souvent de nous en éloigner. Dans lequel on se débat. Voilà, exactement. Non, après, tu disais le ensemble, c'est vraiment s'émerveiller aussi. Le mot m'est venu, s'émerveiller ensemble. Alors, bien sûr, célébrer la réussite, de dire, voilà, on crée. C'est vrai que souvent, moi qui organise beaucoup de team building culinaire, quand je fais le brief, en fait, en disant, voilà, on va faire un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert, en 2 heures, ils me disent, on n'aura jamais le temps. Et en fait, 5 minutes avant que ça se termine, les assiettes sont dressées, les verrines sont remplies et les gens se disent « Waouh, on a fait tout ça !» Et c'est beau, et c'est bon. Oui. Et on savoure le goût des autres, en fait. On est ensemble et on s'est dit, on ne pensait pas être capable de le faire et on l'a fait. Exactement. Et donc, toi, après, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que tu veux utiliser la forêt, en fait, pour prendre un maximum de ses ressources et de ses richesses à transformer. Tout à fait. On a l'avantage à la Canopée de Mareil d'être situé en bordure de forêt de Marly. Donc, effectivement, j'invite ces passagers à y aller la traverser pour aller ressentir tout ce que les bienfaits de la forêt. À cette saison, notamment, la forêt nous apporte énormément de nourriture. Il y a les champignons, notamment. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre à quel point la forêt, on a tout à apprendre d'elle. Je pense qu'il y a plus grand-chose à apprendre de la ville. Et donc, si j'avais une recommandation du jour, ce serait effectivement allons nous promener en forêt pour y ressentir ses bienfaits et comprendre à quel point aussi, par rapport à la notion d'équipe et dont tu parlais, Virginie, c'est que je suis très, très admirative des arbres. Parce que dans la nature, tout est en symbiose et cette notion de coopération, de solidarité, un arbre, il a des grandes branches qui s'élèvent vers le ciel, elles ne se heurtent pas, les racines s'entrelacent mais sans se gêner, sans rivalité et donc nous devons, nous humains, avoir un peu cette humilité de les observer, de les ressentir et se sentir vivant parmi d'autres vivants. Oh, c'est beau ça, dès le lundi matin, on aime bien, on prend. Merci beaucoup Isabelle pour cette douceur et cette tendresse. Samia, alors donc toi tu as voulu monter une entreprise autour de la gastronomie, de ta culture marocaine, donc c'est un parcours personnel fort, tu nous as raconté un petit peu la genèse. Du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur les autres, sur ta culture et qu'est-ce que tu cherches à transmettre ? Tu as dit que le mot transmission était important, qu'est-ce que tu vas chercher à transmettre aux autres qui vont te faire confiance ? Alors déjà oui, effectivement, ça a été j'ai beaucoup appris sur moi-même et je dirais que même la genèse de mon parcours entrepreneurial, ça a été d'abord un gros travail sur soi. Comme je te disais tout à l'heure, il a fallu déconstruire un peu toutes les idées que j'avais sur ma vie, sur mes capacités. J'avais beaucoup de pensées limitantes comme beaucoup de personnes. Donc il a fallu déjà se sentir capable en fait d'être la personne que je rêvais d'être. Donc ça a été un gros processus qui est le chemin de toute une vie, mais en tout cas qui a été assez suffisant pour que je puisse me lancer sans être en panique totale et d'avoir confiance en ma réussite et en tout cas en ma vision du projet parce qu'elle est faite avec le cœur et qu'elle est alignée avec qui je suis et avec mes valeurs personnelles et qu'en plus elle s'inscrit, comme tu disais, dans cette logique de transmission familiale presque intime. Et ensuite sur la partie culture culinaire, effectivement, moi j'ai passé pas mal de temps à faire des petites recherches et à me plonger dans le patrimoine culinaire marocain et le truc que j'ai appris qui m'est
m'étonne et que je trouve ça fantastique, c'est qu'il y a énormément de recettes dans le patrimoine culinaire marocain qui datent d'il y a très très longtemps. On est vraiment dans le 12, 13 et 14e siècle. Je donne un exemple. Moi, il y a la harira, la harira, qui est une soupe hyper réconfortante qu'on mange souvent pendant la rupture du jeûne, durant le mois du Ramadan, mais pas que. Moi, j'en fais en ce moment parce que c'est très réconfortant. C'est une recette qui date de ces siècles-là. Il me semble que c'est du 14e siècle. Raconte-nous, c'est quoi cette recette? Alors, donne-nous l'eau à la bouche. Ouais, alors c'est une soupe qui a une aromatique très très unique. Honnêtement, j'ai jamais goûté quelque chose de similaire. C'est très herbacé. On va avoir vraiment les feuilles de céleri et uniquement les feuilles de céleri. Donc c'est pas la même aromatique que les branches de céleri. De la coriandre à gogo, du persil, le coriandre bien sûr. De l'herbe à gogo. Voilà, de l'herbe à gogo. Il y a du gingembre moulu. Enfin, c'est vraiment très hearty, comme réconfortant, vraiment parfait pour l'automne et la saison d'hiver. Il y a aussi des pois chiches et des lentilles. Donc c'est aussi plein de fibres et du coup finalement ça nous fait bien. Il peut y avoir de la viande. Moi je la fais en version végétarienne. Les deux se font très bien. Et quand il y a de la viande, c'est pas vraiment la star de l'aliment. Il y a quelques morceaux. C'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est pas de manger énormément de viande. Donc là tu disais que tu as découvert des recettes, enfin une recette notamment. Et après quelles sont les recettes emblématiques que tu as envie de porter haut et fort? Moi, j'avais envie justement de sortir un peu des clichés qu'on avait sur la cuisine marocaine. Oui. En général, quand on parle de cuisine marocaine en France, on pense, voilà. Et tagine. Exactement. Et donc, moi, j'avais envie... Ce qui est délicieux. C'est délicieux, vraiment, parfaitement. Et même dans ces éléments-là, où par exemple le tagine, il n'y a pas un tagine, évidemment, il y a des tagines, il y a des spécialités régionales que moi-même, en tant que Marocaine, je ne connais pas toutes ces spécificités. Mais l'idée, c'était de sortir un peu de ça, de retrouver un peu plus quelque chose qui est au goût du jour. Typiquement, toutes les entrées qu'on a au Maroc et qui accompagnent tous les repas, vraiment, ça, je trouve qu'on ne les connaissait pas assez bien. Par exemple, le zahalouk, qui est le caviar d'aubergine à la marocaine, qui est succulent. On va retrouver de l'ail, du cumin, un équilibre entre le citron, l'huile d'olive. Vous ressentez là, on est bien. J'espère que les gens ressentent littéralement comme je disais les mots, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Ouais, donc effectivement, et tu parlais de transmission. Donc vraiment, moi, mon objectif, c'est de transmettre, c'est de faire voyager les gens, faire voyager les papilles des gens, de leur offrir un billet pour le Maroc sans utiliser l'avion, tu vois. Comme ça, ils sont tranquilles, pas d'impact carbone. Non, mais plus sérieusement, de transmettre aussi cet amour des choses bien faites qu'on retrouve dans la culture marocaine et dans moi, mes expériences familiales et mes souvenirs de fêtes familiales qui tournent forcément autour de la bonne bouffe, quoi. Et du coup, ce serait un restaurant ? Ouais, ça va être un restaurant. Par contre, moi, je vais me positionner sur le midi. Donc, je vais être implantée dans les quartiers d'affaires parisiens. Et donc, justement, l'idée, c'est de dire, vous êtes dans votre vie effrénée d'employés du 2e, du 8e ou du 9e arrondissement. Et moi, je vais vous offrir une pause où on va la fameuse parenthèse. Ralentir, prendre le temps d'apprécier ce qu'on mange, de voyager, de découvrir ou redécouvrir des saveurs qu'on ne connaît pas. Et j'ai envie aussi que les gens peut-être se retrouvent une espèce de sentiment d'enfance ou de retour dans leurs propres souvenirs, de moments de partage et de bonnes tablées finalement, même s'ils ne connaissent pas la cuisine marocaine. Et donc, ta projection, grosso modo, combien de couverts Est-ce que déjà, tu as pu affiner tout ça ? Bien sûr, ouais. Alors moi, c'est un concept qui va être orienté vers le à emporter. Donc, si j'ai des couverts, ça dépendra du local. Ce sera vraiment petit, 10 à 15 couverts. Et la majorité de mon flux sur ces types de restaurants, c'est vraiment à emporter. On est en pause déjeuner, on a besoin de manger bien, mais vite. Et donc, moi, j'avais envie aussi d'apporter quelque chose d'autre au manger bien et vite. Aujourd'hui, le marché, il est saturé, en fait, de propositions qui sont très standardisées autour du bowl, autour de la salade ou du sandwich. Et moi, en fait, même en tant que cliente, j'en avais marre de ça. Burger. Exactement, des sandwichs en fait au sens large. Et donc l'idée c'est vraiment d'apporter complètement autre chose, de la gourmandise mais sans culpabilité quoi, voilà, avec du goût. C'est bien, merci beaucoup. Annabelle, alors comment choisis-tu les thés que tu proposes ? Comment tu sources ? Quel producteur ? Quel pays ? Quelle est ta réflexion ? Alors, écoutez, mon fournisseur il est allemand. Et pourquoi vous allez me dire, c'est Deutsche Qualität. Deutsche Qualität. C'est ça. Je reprends. Bon, excuse-moi. Deutsche Qualität. Elle est peut-être pas forte sur la prononciation anglaise, mais sur l'allemand, on est là. C'est ça, j'ai choisi mon camp.
Alors. Du coup, en fait, en 2016, je découvre ce fournisseur qui s'appelle Flora Farm. Alors, ça n'a rien à voir. Flora, mais Flora quand même. Et en fait, j'ai adoré les arômes, les épices qui étaient différentes de celles qu'on avait l'habitude d'utiliser en France. Et j'ai trouvé intéressant. Et du coup, ce fournisseur, je l'ai testé donc pendant 6 ans, de 2016 à 2022. À la base, ce fournisseur, il fait des infusions bien-être. Et c'est ça qui m'a plu, avec donc des épices, des fleurs de cartame, d'hibiscus, enfin voilà. Donc tout un panel d'infusions qui sont bonnes pour la santé. Et du coup, forcément, le thé est venu aussi de ce fournisseur. Et voilà, quand j'ai réouvert cette année, je me suis dit, oh là là, je prendrais bien un petit fournisseur français quand même en thé. Mais oui, ça aurait été bien. Mais écoutez, ce qui a fait la différence, c'est les infusions. Parce que là, je vous en parle, mais le visuel, il est tellement waouh qu'on a des rondelles entières de mandarine, de yuzu, on a des fraises déshydratées. Toutes les infusions, elles sont avec des morceaux soit de pommes, soit de carottes, soit de betteraves pour apporter le petit côté sucré. On a les épices ayurvédiques pour le côté bien-être quand l'automne arrive. Donc voilà, j'ai gardé ce fournisseur. Écoute, mais moi j'en ai un à te proposer. Ah. Parce qu'on a reçu Jacques Olivier de la maison Audin. Odéienne. Okay. Donc tu regarderas. Avec plaisir. Parce qu'il nous l'a fait goûter. Et en fait, le maître théier, il est à côté d'Orléans. Ah, très bien. Donc voilà, si tu veux du Made in France. Oui, c'est vrai que j'aimerais mieux. Voilà. Mais voilà, après toi, les échanges, les connexions. Mais complètement, c'est pour ça que faire ta rencontre, de toute façon, ça ouvre des portes. On adore ouvrir, voir les pousser aussi parfois. Samia, je crois qu'elle va bien défoncer les portes. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Annabelle. Astrid, alors, sur ton site internet, donc, sur lequel je me suis régalée, tu as noté 3 verbes. Cuisiner, sublimer, capturer. Je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Donc, ça résume tout un art de vivre, tout l'art de vivre que tu veux transmettre. On revient toujours à cette idée de transmission. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 mots, ces 3 gestes, ces 3 engagements dans ton travail ? En fait, ces 3 verbes, c'est surtout pour expliquer mon schéma de travail, c'est-à-dire que moi, je n'arrive pas que au moment de la photographie, comme vous l'avez compris. J'arrive dès la recette. En fait, on me donne une mission et sur laquelle je vais réfléchir et donner du sens, puisque je vais maîtriser toute la chaîne de la création de la recette, au stylisme, à la mise en scène qui représente la scénographie, la photo, même parfois la vidéo. C'est ce qui fait que je vais avoir aussi un visuel qui, narrativement, va avoir un vrai sens et va exprimer aussi ce que mon client a besoin d'exprimer à travers ses visuels. Et moi, c'est un vrai terrain de jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin de manipuler, j'ai besoin de toucher des choses pour pouvoir arriver à la photo qu'on voit à la fin. En fait, j'ai plus de mal à arriver sur quelque chose qui est déjà formé et juste le photographier. J'ai besoin de penser à l'avance, de me dire, OK, ce produit, il est composé de ceci, cela, son histoire, c'est ça, et comment je vais le traduire dans la photo, comment je vais le mettre en scène, comment la recette, mais tout le contexte autour, la lumière, etc. Tout ça fait que à la fin, on a une photo assez unique, sur mesure, et qui plaît, qui raconte et qui plaît l'histoire de mon client. Oui, qui a besoin qui a un impact surtout. Voilà. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu avais fait d'autres métiers. Oui. Comment on en vient à la photo et quel est ton background ? Alors, j'ai quand même cette petite fibre artistique que j'ai traînée depuis petite. J'ai un bac spécialisé en art plastique, mais après, rien à voir. J'ai rien à voir, je suis géographe de formation. J'ai un bac +5 en géographie que j'ai adoré mes études. Et encore rien à voir. Je suis après ça rentrée en agence de communication et pour faire de l'événementiel, du print. Et puis j'ai fait quelques années en tant que responsable de communication dans différentes structures. J'en suis arrivée à l'univers des startups qui m'a beaucoup plu dans les années 2010. J'en ai fait plusieurs. Les 2 dernières dans lesquelles j'ai travaillé étaient Foodette et Pop Chef. Et après, Foodette, j'ai une question. Ouais. C'est Sarah Guédé ?
Elle était... Sarah, en fait, Sarah a repris ma place quand je suis partie. Ouais, okay. Et elle a vraiment développé. Je me disais bien qu'il y avait un mot qui me parlait. Exactement. Et donc voilà, après j'en suis en sortant de Pop Chef, je me suis vraiment dit parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie créative des visuels. C'était une des missions que j'avais chez eux. Et voilà, c'était vraiment, je me suis fait un focus là-dessus. J'ai commencé plutôt à faire de la création de recettes et du stylisme, comme je l'expliquais, ce qui m'a permis aussi de collaborer avec plein d'autres photographes et plein d'autres vidéastes, et de rencontrer aussi tout l'écosystème parisien qui gravite autour de ces métiers-là, ce qui m'a permis aussi de tester plein de choses et d'apprendre, et ça c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que quand on est photographe, on peut très vite être seul. Voilà, donc là je suis passée par une phase un peu plus seule, où je me suis concentrée sur la photographie, et effectivement maintenant je recommence pour le coup à retravailler plus en lien avec d'autres équipes, et aussi parfois avoir des stylistes qui viennent m'aider à faire des visuels encore plus beaux. On revient sur l'idée du collectif aussi, voilà, pour se surstimuler. C'est quand même mieux. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup Astrid. Isabelle, alors moi j'aimerais que tu nous laisses aujourd'hui le message pour nous aider à nous inviter à ralentir. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens dont je fais partie avec une hyperactivité quasi obsessionnelle, à tous ces gens qui ont envie de mieux vivre, de vivre autrement, de s'arrêter un temps. Quel message, quelle philosophie, quelle sagesse. Tu es une femme sage. On t'écoute. Je leur dirais de ressentir et d'avoir cette volonté quotidienne à un moment de la journée, de se fixer, plus ou moins long, en fonction de ce qu'on peut, mais d'habiter le monde. Oh, c'est beau. D'être là, ici et maintenant, et de l'habiter avec cette conscience qu'on est dans une maison commune. L'étymologie de l'écologie, je ne sais pas si on en parle souvent, mais on ne sait pas forcément ce que veut dire. Et je l'ai moi-même découvert. Éco, c'est les gens, et logis sont les liens. Et donc, c'est vraiment avoir cette conscience qu'on habite une maison qui est la nôtre à nous tous. Et donc, voilà, de ne pas être un peu... on a souvent cette vision, quand on parle d'écologie, on a l'impression qu'on est extérieur au monde et qu'on est là pour la protéger. Et pas je pense pas, je pense qu'on est à l'intérieur de cet écosystème. On est vivant parmi d'autres vivants, et on est là pour l'habiter tous ensemble en harmonie. Donc, je dirais ressentir et habiter le monde. Merci beaucoup. Alors, la première partie, je voulais que tu conclues la première partie, est terminée. La deuxième partie, je vais vous poser d'autres questions. Alors, je voulais juste terminer parce que, Annabelle, j'avais une question pour toi aussi. Et tu m'avais dit que tu l'aimais bien. Ah, vas-y. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou non, à prendre le thé chez toi, qui choisirais-tu ? C'est vrai, j'ai adoré cette question. Alors, est-ce que tu y as réfléchi ? Mais oui, j'y ai réfléchi longuement. Alors, je te dirais, bien évidemment, en premier, à la première personne, c'est ma maman, Flora. C'est elle qui a donné son nom salon de thé. Maman, elle était en fauteuil roulant. Alors, c'est vrai qu'on a galéré pour trouver des endroits où on pouvait se poser, qui soient accessibles aux handicapés, etc. Donc, c'est mon établissement, je tiens à le préciser, qu'il est bien sûr accessible, que ce soit l'accès et les toilettes, bien sûr, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc, j'aurais aimé, elle est décédée malheureusement avant que j'ouvre, donc j'aurais aimé qu'elle découvre ce lieu et qu'elle prenne le thé avec moi. Mais bon, c'est très facile comme question. La deuxième, c'est aussi une personne décédée. Et c'est la reine, The Queen. C'est obligé. Mais bien sûr, Elisabeth. Écoute, moi, je suis restée bloquée toutes mes théières. C'est The Queen. On me parle de Charles. Non, moi, Elisabeth, c'est tout. Alors bon, ça aurait été peut-être un petit peu... Ça aurait été une belle photo, ça. Mais carrément. Pour les réseaux sociaux, ça aurait été parfait. Un petit peu protocolaire. Mais en plus, j'ai une théière édition limitée pour les 70 ans, le jubilé de la reine en 2022. Donc, voilà. Donc, oui, là, évidemment, c'est Elisabeth Forever. Non, mais t'es plus british que les British, quoi. Mais ça devrait te donner la nationalité. J'adorais. Et pourtant, tu sais que je parle très très mal l'anglais. Je vais régulièrement. Tu as l'anglais dans le cœur. Mais c'est ça, mais complètement. Ouais. Bon. C'est bon. Merci. Charles, si tu m'entends. Voilà. On pourrait l'inviter. On va réfléchir. Merci. Alors, deuxième partie. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis une ancienne prof de lettres. Voilà, donc je vais vous lire un passage et après, je vais vous poser une petite question
sur votre cœur et votre nostalgie. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Waouh. Oh là là. Celle-là, on l'avait pas préparée. Ah On ouais, la non, prépare c'est jamais. ça, hein. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup quand même. Vas-y, je vais me lancer. Allez, En vas-y, fait, j'ai envie de suivre mon intuition, Mais comme on ça y c'est va, le plus on vrai. l'écoute. Ben, moi, ma Madeleine de Proust, c'est très bizarre, mais c'est ma grand-mère Baïja qui me préparait de la verveine, mais avec des vraies feuilles de verveine, hein, pas le sachet industriel. Et elle mettait énormément de sucre. Donc, l'enfant que j'étais, vraiment, se remémore ses souvenirs comme des moments privilégiés avec ma mamie quand j'allais chez elle le week-end et qu'elle me faisait aussi des bons petits plats. Voilà. J'adore. Moi, je dirais les journées avant Noël, où avec maman, qui était une excellente pâtissière, c'était déjà une grande fête, la préparation des bûches. La maison était la maison du rassemblement, où elle invitait vraiment les familles, les belles familles. Et on a eu toujours des très très beaux Noëls, et on passait énormément de temps avec elle pour préparer toutes ces pâtisseries. Quelle bûche ? Donne-nous... Alors, c'était des bûches. Il y avait surtout des bûches avec une crème un peu mocha. Au café, Au du café, exactement. Donc là, elle avait tout son rituel. Il y avait les traditionnels sablés de Noël. Remplis de cannelle. Voilà, remplis de cannelle. Les salades de fruits pour accompagner un peu tout ça. Et puis, après, c'était plus sa partie. Mais la dinde, les marrons. Elle en faisait vraiment c'était un moment très très important pour elle, et elle n'aurait pas compris qu'on soit pas là, ou enfin pour elle c'était le moment, et elle passait énormément de temps en cuisine pour toute sa famille. Quel est son prénom ? Marie-Louise. Marie-Louise. Astrid ? Alors moi, je pense que la grosse Madeleine de Proust, c'est le poulet au vinaigre, parce que c'est un plat sur lequel on se battait tous. J'ai été entourée de plusieurs frères à la maison, assez voraces. Donc, on se battait pas mal pour ce plat qu'on adorait tous. Et surtout, moi, c'était le souvenir, un peu plus même ado, du dimanche où on se réveille un peu tard parce qu'on est un ado. Et on se réveille par l'odeur de ce plat qui est très particulier, qui ressemble pas à un autre plat. Et rien qu'en ouvrant les yeux, on sait ce qu'on va manger. Et c'est d'un tel bonheur de se réveiller avec cette odeur. T'en parlais dans ton passage. Voilà, t'as vraiment les odeurs aussi, mais t'as les saveurs. Donc cette Madeleine regroupe tout ce que tu décrivais avant. Très bien. Eh ben, écoute, moi, ça va être la confiture de groseille que faisait ma grand-mère. Elle me gardait beaucoup. Elle avait un grand jardin avec des vergers. Elle faisait ses confitures de pêche, cerises. Mais la groseille, j'aimais beaucoup. Elle me faisait mes petites tartines. Elle rajoutait du sucre dessus. Et voilà. Beurre ou pas beurre ? Ah, eh ben non, pas beurre. Pas beurre. C'était pas beurre. Ah non. Ma grand-mère, elle était d'origine polonaise, et du coup, c'était une femme forte qui cuisinait beaucoup et très bien. Et donc, elle faisait aussi, la récolte des fruits, des légumes et les petits pâtés de lapin. Ça, j'aimais moins trop parce que je les voyais tout petits, les bébés. mais la confiture de groseille. Ma grand-mère faisait des pâtés de lapin. Ouais. Elle est la recette, malheureusement, elle est partie avec elle. Ah là là. Ah ouais. Elle l'a transmise à ma mère, mais il y a quelque chose, un petit ingrédient. Il y a eu un loupé. Il y avait quelque chose qui manquait, ouais. Merci beaucoup. Autre question, qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur ? J'aime bien voir la tête de Moi, c'est du beurre salé. Hein. Le beurre salé. Oui, hein. Ça, c'est évident. Que ce soit dans le sucré, dans le salé, le beurre salé, ça, il y en a. Du fromage de chèvre. Ah, moi, c'est un peu comme... c'est un peu pareil, c'est beurre salé aussi, ouais, toujours.
J'ai le droit de dire 2 trucs. Mais oui, t'as le droit, Samia, t'as tous les droits. Alors, moi, c'est forcément aussi le beurre de micelle, parce que mon mari a des origines bretonnes, et donc il m'a complètement convertie, alors que dans mon enfance, j'avais jamais mangé ça. Et du côté marocain, j'ai toujours du citron confit que je fais moi-même. Je peux pas vivre sans. Et j'attends, en fait, la saison qui dure 1 mois du citron bergamote qui vient du Maroc pour que je puisse les préparer et les stocker pour toute l'année, quoi. Donc, du coup, les citrons confits, là, c'est dans le sel? Ouais, c'est dans le sel. C'est une lactofermentation, en fait. Mais oui, du coup, c'est dans le sel et t'attends 3 à 4 semaines. Vas-y, donne-nous Allez, donne-nous la petite recette si on a le droit. Donc, tu prends des citrons, de préférence bio, parce que, les agrumes, il y a quand même beaucoup de pesticides sur la peau. Tu les fends en 4, mais pas jusqu'au bout. Tu les bourres de gros sel, du gros sel non traité, du gros sel de mer ou de Guérande, des choses comme ça. Et ensuite, tu les mets dans un bocaux du type Le Parfait, ou voilà. Et tu cales bien, faut vraiment que t'écrases, limite qu'il y ait du jus qui sorte. Et ensuite, tu fermes le bocal et tu laisses ça... Comme un pickles, en fait. Oui, c'est vraiment de la lactofermentation, exactement. C'est juste que avec le citron confit... Et tu mets pas d'herbe? Non. Traditionnellement, non. Après, la créativité n'a pas de limite. Donc, si ça te fait plaisir, tu peux mettre des graines de carvi, du cumin, enfin, tout ce que tu as envie. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Tout le monde a répondu? Oui, tout le monde a répondu. Quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? Moi, j'adore la choucroute. J'ai des racines alsaciennes, alors je te suis. On rentre dans la période. Personne dans ma famille n'aime la choucroute, donc à la maison, j'en fais pas parce que ça sent le chou, c'est une horreur. Donc voilà, c'est la choucroute. Alors là, voilà. Super, j'adore. Les autres? Moi, je serais assez moule frites. Oui, bien sûr. Voilà, moule frites bière. Ah oui, pas mal. Ça, pas mal. On aime. Astrid? Non, moi, je suis justement pas du tout comme ça. Mon réflexe, c'est d'aller essayer de tester des choses que je connais pas ou que je mange rarement. Et c'est vrai que non, j'ai absolument pas de maniaquerie sur un plat particulier. D'accord, très bien. Moi, c'est un peu pareil, mais après, le truc que j'aime bien prendre de temps en temps en brasserie, c'est les escargots de Bourgogne avec la sauce bien persillée. Et on sait tous bien beurré. Voilà, on sait tous qu'on aime réellement que la sauce, parce que l'escargot en lui-même, on le sent pas. Voilà, c'est le prétexte, en fait. Il est noyé dans l'ail, le beurre et le persil. Voilà. Exactement. Quel est le plat... Alors, du coup, tu as déjà répondu, mais le plat régional auquel vous ne pouvez pas résister? On est sur de la choucroute, mais peut-être un autre. Le plat anglais, alors est-ce qu'on peut parler de la gastronomie anglaise ou pas? Non, on peut pas. On a le droit. Alors, j'ai plein de livres sur la gastronomie anglaise, mais je vais pas en parler parce que il y a pas trop d'intérêt. Enfin, je vais me faire sans doute des ennemis. Bah non, mais on est sur de la pâtisserie, quoi. Oui, après on a les tourtes. Ça, c'est vraiment une spécialité avec les filochés de porc ou de bœuf. Voilà, ça c'est ce qu'on va avoir le plus dans le salé. L'agneau à la menthe. Ouais. Ça peut être très bon, hein. Oui, mais alors, c'est pas mon plat préféré. C'était quoi ta question déjà? Du coup, on a parlé choucroute, mais donc un autre plat régional qui te fait vibrer. Le truc tout simple, mais les crêpes. Les crêpes au sarrasin, voilà. Vive la Bretagne. Oui, complètement. Ouais, donc c'est ça. Quelle garniture dans l'idéal? De l'oignon caramélisé, une petite tranche de jambon ou de saucisse fumée ou de lardon, et puis voilà, et du fromage. Du fromage. Voilà, merci, tu vois, merci. On s'évade. Isabelle? Moi, je dirais la truffade. Tu connais la truffade, Virginie? Ouais. Voilà, donc en tant que cantalienne d'un côté de ma famille, la truffade sont des pommes de terre que tu fais revenir avec de l'ail, du persil, et tu rajoutes de la tome. Donc c'est la phase avant que le fromage, que le Cantal devienne Cantal. Et donc, tu sers ça avec une bonne salade verte. Histoire de déculpabiliser, d'avoir un peu de verre, parce que le truc est hyper gras. Mais ça me va bien dans une crêpe, ça. Voilà, franchement. Une crêpe à la truffade. Mais c'est ça, carrément. C'est parfait, très bien. Très souvent, on nous sert un plateau de fromage après une truffade en Auvergne.
Astrid Moi, je crois que c'est le bœuf bourguignon. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc, quoi. Non, mais en même temps, la gastronomie française, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a tellement de régions, il y a tellement de plats, d'ingrédients, Et toi, Samia? Alors, moi, mon côté méditerranéen a envie de répondre une bonne ratatouille maison. Mais bien sûr. Mais j'aime aussi le gras breton. Je vais copier, j'adore les galettes de sarrasin. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert avec mon mari. Et moi, ma préférée, c'est Saint-Jacques et fondue de poireaux. Bien. À la Saint-Jacques, c'est mon... Voilà, on est dans la période, là, donc parfait. très bien. Super. Merci. Quelle est l'herbe aromatique dont vous ne pouvez pas vous passer? Coriandre. Pardon. Coriandre. Et c'est toute une histoire, cette coriandre. Ça scinde apparemment la population. C'est clivant. Ouais. C'est que ça scinde, oui. Non, il y a apparemment, il y a deux équipes. Gène ou je ne sais quoi. Oui, a priori, ce serait physiologique et scientifique, biologique. Qu'on ait un gène, coriandre ou pas coriandre. Est-ce que là, autour de la table, on aime? Moi, je suis pas trop coriandre. Mais alors, est-ce que tu n'es pas ou est-ce que tu détestes? Non, je déteste pas. Voilà, parce que parfois, c'est répulsif, en fait. Ouais. Voilà, donc, Donc, coriandre, pour Samia. Ouais. Moi, je suis pas étonnée. Le thym. Ciboulette. Ciboulette. Pareil, ciboulette. Team ciboulette. On a 2 teams ciboulette. Très bien. Quelle est votre vision de la convivialité? On réfléchit ici. Ouais, c'est ça. On n'est pas juste là à rire et à se délecter. On réfléchit un petit peu. Moi, j'ai envie de dire le partage. C'est vraiment le premier truc qui me vient en tête. C'est la culture du partage. Et je pense forcément à un truc... traditionnellement, au Maroc, il y a toujours trop à manger. Et donc, on est vraiment toujours pas un mythe, ça. C'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. On n'a pas la culture de l'assiette, quoi. On partage un plat tous ensemble. Et il y a toujours pour des invités surprises. Et donc, pour moi, c'est vraiment la personnification du partage, quoi. Quelqu'un toque, bienvenue, voilà. C'est beau. C'est... L'accueil. L'accueil. L'hospitalité. C'est ça. Je pense que quand on est commerçant, c'est exactement ça aussi. C'est quand j'accueille les clients, ou de la famille, c'est effectivement se retrouver et partager un plat, partager quelque chose. Donc c'est ça, c'est bien recevoir et voilà, se retrouver, discuter, se détendre, pas forcément avoir faim, mais partager, c'est ça, c'est le sens d'avoir une table garnie et d'échanger et voilà, c'est ça. C'est beau. Oui, Astrid. Moi, c'est vraiment aussi donc évidemment, il faut qu'il y ait des choses bonnes à manger. Ça, c'est la base. Sinon, je sors de table. Il n'y a pas de question, il n'y a même pas de question là-dessus. Mais voilà, donc il y a vraiment cette partie-là. Mais moi, c'est surtout que les gens se sentent bien et que ça soit vraiment... J'aime bien avoir ce truc un peu enveloppant et que les gens soient chez moi comme à la maison, quoi. C'est vraiment un truc chez moi ou ailleurs, là où je les reçois, comme à la maison, et surtout avoir effectivement des choses bonnes à manger, mais aussi des choses bonnes à boire, parce que c'est une partie aussi, je trouve, qui boucle la boucle. Carafe d'eau, c'est pas très intéressant. Il en faut. Il en faut, mais bien sûr, il en faut. Isabelle ? La convivialité, c'est de l'écoute, de l'accueil, du partage, du temps. C'est effectivement avoir envie d'être ensemble. Et on revient sur cette idée aussi de prendre du temps ensemble et de ne pas être pressé, quoi. Se dire chaque chose va se faire. Un moment de convivialité, c'est un moment où on vit au ralenti, où on s'écoute et on a envie d'être là ensemble et heureux. La joie d'être ensemble. Très bien. C'est vrai. Si vous étiez condamné à ne manger qu'un seul plat pour le reste de votre vie, ce serait quoi? Ou alors, on peut aussi s'imaginer qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte? Moi, je pense que ça serait un plateau de fromage, quand même. Avec un fromage en particulier? Non, sinon c'est un peu trop rébarbatif. Mais non, mais un bon plateau de fromage, je pense. D'accord. Peut-être du miel. Tu en fais? Tu as des abeilles? Non. Vous pourriez en avoir à la canopée? Mais c'est beaucoup de travail, c'est un vrai métier, un vrai engagement. Ouais. Mais ça aurait du sens à la canopée. Ouais. À voir. Projet 2026. Voilà, c'est dit. Annabelle? Je sais pas. Non. Un ingrédient dont tu peux pas te passer. Tu te dis aujourd'hui, j'ai envie de manger ça. Écoute, ça va paraître tout con, mais ce serait du jus d'orange. Voilà. Donc ça, mais attention, le jus maison. Oui. Ah oui. Les boissons à part le thé, qu'est-ce qu'on a dans ton salon de thé? Alors, je travaille avec un fournisseur français qui s'appelle Finesse des Vergers. Donc, je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est un produit de l'Aveyron.
Donc, ils ont une gamme. Alors, la particularité de ce fournisseur, c'est qu'ils ils pressent eux-mêmes leur jus de fruits. Donc, par rapport à Alain Millat qui va presser ailleurs, voilà, on est bien d'accord. Donc là, on est sur une pression, voilà. Et donc, ils font des cocktails sans alcool, des jus, etc. Oh, mais tu vas me mettre en lien avec eux, je vais les faire venir. Ils sont super c'est sympathiques. Génial, ça. Ah, ouais. Et puis, écoute, je fais des cocktails sans alcool avec du matcha, du golden latte, l'UB, le pumpkin spice latte. Là, c'est la saison. Enfin, voilà, quoi. Donc, tout se décline en petits cocktails. Et puis, il y a le chocolat chaud, mon Bana. Bon, moi, c'est mon Bana. Hein, qu'est-ce que tu veux mais c'est très bien pour le salon de thé. Voilà, tout l'univers réconfortant. Mais le jus d'orange, oui, je trouve que c'est frais, c'est plein de vitamines. Ouais, c'est réconfortant aussi. Donc, tu vois, dans ton idée de si je devais ne boire que ça, ou c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais tu as le droit. Samy ? Alors, moi, j'amènerais un truc tout simple. Pour moi, les œufs, c'est à l'huile d'olive et au cumin. Vraiment, c'est-à-dire quand les gens me servent une omelette, il manque un truc, j'ai besoin de mettre du cumin. Et je me dis que sur l'île déserte, je finirais bien par trouver 2-3 cocotiers et que je compléterais, voilà. C'est excellent. Voilà, comme ça j'ai ma dose de prot. Tu sais que tu peux faire des omelettes avec du thé matcha aussi. Hein. Pardon ? Oui, Pardon, raconte-nous. Oui, c'est très très bon ça. Moi je le propose dans le brunch. C'est en fait, tu mélanges une petite cuillère de thé matcha en poudre dans ta préparation d'œufs. Et du coup, ça donne une petite couleur verte. Et en plus de ça, tu bénéficies du bienfait du matcha. Donc, c'est très, très sympa. Ouais. Le matcha, on peut effectivement l'utiliser dans tes plats salés aussi. Hein. Ok. Complètement. Ouais. Bonne idée, là. On est créa. Exactement. Ouais. Voilà. Intéressant. Et du coup, tu fais pas du tout de salé ? Si, du coup, je fais restauration le jeudi et le vendredi midi. D'accord. J'ai une formule et je fais le brunch le dimanche et le Typical English Breakfast. Du coup, c'était une fois par mois, mais on me le demande tellement que maintenant c'est 2 fois par mois. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Typical English Breakfast ? Alors, écoute, t'as de la saucisse de Toulouse, parce que c'est vrai qu'avec le... Très typique de la Grande-Bretagne. T'as les baked beans. Oui, c'est ça. Les beans, les œufs brouillés. T'as les tomates au cheddar, t'as les champignons à l'échalote, œufs brouillés, toast, voilà quoi, une assiette bien garnie pour les aficionados. Voilà, tu voyages en Angleterre, vraiment. Ouais. Et des fois, je mets le kilt le dimanche, c'est vrai, je te jure. Oui, alors je sais pas si c'est très vendeur. Non, mais t'es à fond dans le personnage. Tu disais que c'était le personnage. T'es à la campagne anglaise. Mais oui. Chez Florati Club, tu voyages, t'es dans un univers, t'es dans les Cotswolds, quoi. Donc, t'as une décoration qui te rappelle l'Angleterre, t'as des théières partout. Et puis, moi, j'ai mon costume de scène. Et c'est vrai que, voilà. Et j'ai mes petits chats. J'ai une petite famille de chats. Combien ? Aussi, 3, 2 noirs et une blanche. Duchesse, Réglisse, Renoir, spéciale dédicace parce que c'est devenu les stars. Elles vont bientôt prendre ma place, celle-ci. Les mascottes, les mascottes. Et du coup, c'est vraiment en fait, la particularité du salon de thé aussi, c'est quand tu rentres, c'est ma maison, quoi. Donc, t'es accueilli et voilà. c'est super. Tout le monde est aux petits soins pour que l'expérience, pour qu'on vous chouchoute. Et d'ailleurs, le slogan du salon, c'est ma thérapie à l'anglaise. Ma thérapie à l'anglaise. Oh là 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 là. Et oui. Ça, c'est bon. On le garde, ça. Ma thérapie à l'anglaise. C'est ça. Trop bien. Bon, si tu veux des astuces pour tes petites des idées de thé à intégrer dans le salé ou la pâtisserie, je peux t'en donner. Très bien. Merci bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre plaisir coupable ? Quel plat préparez-vous quand personne ne vous regarde, ou votre plat de flemme ? Sans parler de gastronomie. Ah, c'est dur, ça. Un croque-monsieur. Avec une béchamel maison. Ah non, on a dit flemme. Hein. Oui, c'est vrai. On a dit flemme, donc c'est du jambon tout prêt, du fromage, voilà, très très simple. Je fais une sauce cocktail bien industrielle avec de la mayo, pas maison du tout. Et voilà, quoi. Ça, c'est la vraie flemme. C'est ça, quoi. Plaisir coupable. Voilà, très bien.
Moi, je crois que c'est un truc que j'ai gardé du goûter petite, c'est de manger du pain avec du beurre salé et un morceau de chocolat dedans. Et alors ça, c'est un truc genre... Moi, c'était le Nesquik. Ouais, il y a ça aussi. Ah, voilà. Ouais, moi aussi, je croyais que j'étais la seule victime de ce truc ultra sucré. Non. Ah ouais, l'enfer. La tartine avec le Nesquik, tu veux dire. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ah bah, c'est ça. Carrément, mais moi aussi, je pensais que j'étais la seule. Mais non, ça. Non, mais on va créer des groupes. Mais c'est fou. Le groupe de thérapie. Mais là-dessus. C'est un truc générationnel, parce que là... beurre et Nesquik en poudre. J'adorais ça. Une omelette. Ah bah voilà, une omelette. Une petite omelette tranquille, mais je rajouterais du cumin en pensant à toi. C'est vrai que moi, j'ai jamais pensé à mettre le cumin dans le... C'est extraordinaire. Et huile d'olive, quoi. Vraiment, c'est simple, mais une c'est petite herbe. Une petite herbe. Il n'y a pas besoin, vraiment. Tu peux. Ouais, tu peux. Allez. Non, mais vraiment, le cumin et l'huile d'olive suffit, quoi. Après, si c'est pour le matin, en plus, t'as pas trop envie de trop réveiller les papilles, quoi. C'est quoi, y aller trop mollo, quoi. Tu sais, tu parles de coriandre. Il y a un endroit qui s'appelle le Bloom, dans Paris, qui fait un cocktail dingo qui s'appelle le Green Spritz avec de la coriandre. De la coriandre et de l'aneth. Ah ouais. C'est scotchant. Ah, c'est dingo. Ça donne bon. Donc Laura, est-ce que tu aimes? Voilà. Non, extraordinaire. Donc là, coriandre, en fait, tu peux en mettre dans plein de choses différentes. Ouais. Très bien. Alors, on va bientôt se quitter. C'est dur. Bah oui, je sais. Je termine la dernière question, et non pas des moindres. Comment vous définiriez la passion? Pour moi, c'est quelque chose qu'on a fait sans forcer. Enfin, il y a une douleur quand on veut aller plus loin, mais c'est quelque chose vers lequel on est naturellement, très naturellement attiré. Moi, c'est pas ce que je disais au début, c'est l'intuition qui me fait travailler. Et voilà, c'est quelque chose qui est un peu ancré en soi, je trouve. Très bien. Isabelle? Je dirais c'est être passionné, c'est avoir envie. L'envie d'avoir envie, pour pas citer. Oh Johnny, allez, on l'invite. Mais je dirais, voilà, c'est le désir, c'est l'envie. Moi, je dirais que c'est donner de soi. Quand on est passionné, forcément, on se donne et on veut transmettre. C'est ce qui fait qu'on est là aussi, pour parler de notre passion. Et c'est donner de soi. Très bien. Moi, je le vois vraiment comme le feu intérieur qui nous anime. Et en fait, c'est un cap. Pour moi, c'est ça qui, en tout cas, moi, me pousse à aller vers mon objectif avec le moins de peur possible et avec toute la niaque. Et je pense que ça donne aussi un sentiment d'alignement. Et en fait, ça fait sens. Et voilà, quoi. Et on le ressent. Y a pas, c'est difficile à exprimer. Vous l'avez tout très bien exprimé. Alors, je vais conclure. Ici, ensemble, durant 1 heure, on a parlé d'un artisanat un peu particulier, celui de la transmission. Pas seulement celle d'un geste ou d'une recette, mais celle d'un amour. L'amour de la gastronomie, l'amour de la convivialité, l'amour du temps partagé à table, l'amour du travail bien fait, en toute sincérité, l'amour du temps de qualité ensemble. Et pour terminer, j'aimerais vraiment reprendre la belle philosophie d'Isabelle. Habitons le monde en harmonie et ressentons pleinement. Alors, merci Isabelle d'être venue. Merci Samia. Merci Samia. C'était un plaisir. Merci Astrid. Merci beaucoup. Et merci Annabelle. Merci Virginie. Et à très vite pour de belles aventures ensemble. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu? Les confidences vous ont ému? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.